M. Netanyahou ne se trompe pas. Il y a incontestablement un lien direct entre l'explosion et la montée de l'antisémitisme et le soutien aveugle, désespéré à la cause palestinienne qui s'exprime essentiellement par la haine d'Israël et la condamnation systématique d'Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël en France. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Bien entendu, on vous a sollicité pour essayer de mieux comprendre, on va dire, les tenants et les aboutissants de cette confrontation, on va dire, de cette crise ouverte et aiguë entre la France et Israël après la lettre de Binyamin Netanyahou à Emmanuel Macron, la réponse très acerbe d'Emmanuel Macron. Vous avez le souvenir d'une crise aussi intense dans les relations entre la France et Israël ? Oui. Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous rencontrons une tension aussi forte dans nos relations. Souvenez-vous, en début 1977, lorsque le terroriste Abu Daoud avait été arrêté en France, il était impliqué dans les attentats de Munich. Il avait été arrêté par la DST et relâché alors qu'Israël avait demandé son extradition. À l'époque, cela avait provoqué une crise très dure dans les relations entre nos deux pays. Je me souviens, enfin, je sais les mots très durs qu'avait eu Yigal Allon, alors ministre des Affaires étrangères, à la tribune de la Knesset, lorsqu'il avait accusé le président Giscard d'Estaing en l'accusant d'avoir fait preuve d'un maximum de lâcheté et d'un minimum de courage. Donc, vous voyez, on était déjà sur des tons très aigus et très hauts dans nos relations. L'ambassadeur d'Israël à Paris, Mordechai Gazit, avait été rappelé en consultation. Il était resté plus de 3 mois. Et je crois qu'on a mis beaucoup de temps à essayer de reconstruire la relation bilatérale qui, grosso modo, est restée très, très médiocre pendant toutes les années du septennat du président Giscard d'Estaing. Oui, on se souvient aussi d'une crise de confiance, on va dire, au début des années 2000, autour de la seconde intifada, avec Jacques Chirac et d'un côté, Ariel Sharon de l'autre côté. C'est de la même envergure ? Ah non, je crois pas du tout. Je crois qu'à l'époque, c'était une dissension politique très forte, liée aux positions qu'avait le président Chirac. Mais d'abord, il n'y avait pas eu cette dimension personnelle qu'il y a aujourd'hui dans la crise que nous affrontons entre les deux leaders, entre le président Macron et le premier ministre Netanyahou. Et il n'y avait pas non plus d'initiative proprement française qui était liée qui était destinée à nuire aux intérêts israéliens, comme celle que le président Macron mène depuis plusieurs mois. Donc Alors, non, ce n'était pas du tout la même chose. Alors, je vais vous demander de réagir au contenu d'abord de la lettre de Binyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui connaissez bien justement donc ces relations entre les deux pays, la situation de la communauté juive en France, qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation de Binyamin Netanyahou qui dit que de facto, en fait, la reconnaissance d'un État palestinien, eh bien, c'est un élément qui est propice à accentuer l'antisémitisme en France aujourd'hui? Vous savez, Monsieur Netanyahu n'est pas le seul à le dire. J'ai entendu des responsables communautaires français de la communauté juive en France le dire également. Incontestablement, euh, nous rencontrons aujourd'hui, dans le monde occidental, en Europe et en France en particulier, une explosion d'antisémitisme depuis les événements du 7 octobre. Incontestablement, cette explosion de l'antisémitisme est liée à l'activisme pro-palestinien, à l'activisme des frères musulmans qui sont implantés dans ces pays et qui ont agité et manipulé les opinions arabo-musulmanes dans ces pays, relayées évidemment par des groupes locaux, des opinions locales, notamment, je pense, aux partis de gauche radicale qui se sont également développés dans ces pays. Je pense en France à LFI en particulier. Donc, M. Netanyahou ne se trompe pas. Il y a incontestablement un lien direct entre l'explosion et la montée de l'antisémitisme et le soutien aveugle, désespéré à la cause palestinienne qui s'exprime essentiellement par la haine d'Israël et la condamnation systématique d'Israël. Donc, faire un geste aussi démesuré que celui de la reconnaissance d'un État palestinien
sans répondre à aucune des conditions que le président Macron lui-même avait posées. Je rappelle que le président Macron est en pleine incohérence par rapport à ses propres engagements. Je ne parle pas des engagements de la France et je ne parle pas des engagements que la France ait pu prendre vis-à-vis de ses alliés. Je parle des engagements que la France a elle-même exposés, qu'elle a même elle-même contractés et qui sont aujourd'hui bafoués par cette reconnaissance d'un État palestinien qui, de facto, n'aura absolument aucun effet, qui n'aura aucune conséquence, mais qui a essentiellement la volonté d'essayer de lancer un message à tous ceux qui aujourd'hui condamnent de manière aussi aveugle Israël, refusent de le soutenir dans sa guerre de défense. Et évidemment, le lien avec la montée de l'antisémitisme est clair. Je voudrais revenir, vous avez insisté sur ce point, c'est effectivement important, c'est une crise personnelle dans les relations, crise de confiance entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Comment, dans le monde diplomatique, on désamorce une telle crise? Ce n'est pas facile, cela prend du temps. La question qui se pose est évidemment liée au contenu des relations bilatérales et on voit que malheureusement, depuis plusieurs mois, euh, ces relations bilatérales sont malmenées par la partie française. Je pense à ce qui s'est passé autour de la participation israélienne aux différents salons Mhm. qui se sont tenus en France, et notamment le dernier lors du salon aérien du Bourget, où, vous le savez, les stands israéliens ont été Muret. murés et boycottés par l'État français lui-même. Donc déjà, je crois qu'on a porté atteinte, on a abîmé cette relation bilatérale. Et cela va prendre beaucoup de temps pour la reconstruire, pour retrouver la confiance entre nos deux pays, nos deux parties. Ce n'est pas quelque chose qui se fait aisément, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a eu la crise diplomatique avec l'affaire Abu Daoud, il a fallu des années, il a fallu attendre le changement politique en France en 1980 avec l'arrivée au pouvoir du président Mitterrand. Il a fallu attendre plusieurs gestes d'apaisement. Je pense notamment à la visite historique que le président Mitterrand avait effectuée en 1982 en Israël. Donc cela prend du temps. La confiance entre les deux parties est en train d'être érodée chaque jour un peu plus. Je voudrais revenir donc sur cette initiative française qui devrait se concrétiser vraisemblablement donc autour du 25 septembre avec l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que Israël a un levier de pression? Je pensais par exemple à la menace d'instaurer la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie, la menace de fermer par exemple le consulat général de France à Jérusalem. Ce sont des leviers de pression qui peuvent modifier la donne? Non, je crois que nous sommes arrivés à un point où chaque partie va aujourd'hui recourir à des actes unilatéraux sans aucune conséquence sur l'autre partie. Je crois que la confiance est totalement érodée. Le dialogue va persister, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de menaces ou d'actes suffisamment forts qui puissent convaincre la France de renoncer à l'initiative qu'elle a prise. Et vous voyez d'ailleurs que cette initiative n'est pas seulement une initiative française, puisque il y a aujourd'hui, grâce à la France, grâce à l'activisme que la France pratique, aujourd'hui d'autres pays qui ont rejoint, puisque la France a usé de son influence euh, qu'elle possède, parce que il faut le reconnaître, la France est un grand pays, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est d'ailleurs le seul membre permanent du Conseil de sécurité au sein de l'Union européenne depuis le Brexit, puisque les Anglais ont quitté l'Union européenne. Donc il y a une très forte influence que la France peut exercer et qu'elle a su exercer avec ses alliés européens, mais bien au-delà, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Canada, pour que justement cette initiative puisse être étendue le plus largement possible. Donc il me semble
qu'il n'y a aucun moyen aujourd'hui pour empêcher cette décision. Il y aura des actes unilatéraux, pardon, qui seront posés de part et d'autre. Mhm. Mais je ne pense pas que cela remette en cause la décision française. À votre avis, et toujours de par votre expérience, quel doit être le rôle de la communauté juive de France, qui est une communauté structurée, qui a des institutions très solides? Comment les responsables du CRIF, du Fonds social, du consistoire doivent se positionner dans dans une telle crise qui est, comme vous le dites, personnelle essentiellement? Elle n'est pas, elle n'est pas Que, essentiellement oui, personnelle. Elle a une dimension personnelle, oui. mais elle n'est pas essentielle. Vous savez, depuis le 7 octobre, je crois que le président Macron pratique la politique du bâton et de la carotte. Le bâton essentiellement lié sur Israël, donc puisque il était venu en Israël très tôt après Mhm, euh, les événements, il avait exprimé un très fort soutien et une solidarité. Il avait même parlé d'une coalition internationale qu'il souhaitait lever contre le Hamas, souvenez-vous. mhm, Et puis en quelques jours, mais vraiment en quelques jours, les choses ont tourné, puisque le 11 novembre, donc moins d'un mois après le début de l'offensive israélienne à Gaza, qui a débuté le 26 octobre, le président Macron, depuis Londres, dans une interview à la BBC, condamne Israël et qualifie l'offensive israélienne à Gaza d'illégitime et d'injustifié, deux termes qui sont totalement coupés de la réalité, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de l'offensive israélienne à Gaza, surtout le 11 novembre 2023, ça veut dire quelques jours après les événements du 7 octobre, mais comment oser utiliser ces deux termes? Comment dire que ce que nous faisons à Gaza est illégitime et injustifié? mhm. Surtout quelques jours après les événements du 7 octobre. Alors, Donc, politique du bâton et de la carotte, le bâton essentiellement visant Israël, mais la carotte vis-à-vis des Palestiniens. Mais quand vous réfléchissez, même la carotte destinée aux Palestiniens n'a en fin de compte aucun sens vis-à-vis des Palestiniens. mhm, Elle n'a de sens que dans le tort qu'elle peut provoquer à Israël. Donc cette reconnaissance pour les Palestiniens n'aurait eu de sens, cette reconnaissance d'un État palestinien n'aurait eu de sens que si elle avait permis à la France d'user de son influence pour permettre aux Palestiniens de faire un pas vers cette solution à deux États à laquelle la France est tellement attachée. mhm, Mais ce pas n'est pas fait. Il n'y a absolument aucune exigence vis-à-vis des Palestiniens. mhm, Qu'est-ce qu'ont fait les Palestiniens pour mériter cette reconnaissance française? mhm, Ils n'ont même pas, et je ne parle évidemment pas du Hamas, ils n'ont même pas condamné le 7 octobre. L'autorité palestinienne n'a toujours pas officiellement condamné les événements du 7 octobre. Donc, qu'ont fait les Palestiniens pour mériter cette reconnaissance de la France? Strictement rien. C'est-à-dire qu'ici, la France ne fait pas un pas vers les Palestiniens, mais fait un pas contre Israël. Et quand vous me demandez ce que peut faire la communauté juive de France, je crois que c'est son rôle d'expliquer aux autorités françaises, d'expliquer à l'opinion publique française cette aberration dans la position personnelle qu'a pris le président de la République. Vous savez, il y a des dissensions au sein même de la majorité présidentielle, au sein même du parti, enfin de ce conglomérat qu'on appelle le parti présidentiel, qui est un conglomérat entre d'anciens députés socialistes et anciens députés républicains, enfin une sorte de shahatnez, comme on dit en hébreu, qui a été constitué autour de la personnalité d'Emmanuel Macron et qui ne résistera pas, qui ne durera pas après sa disparition de l'échiquier politique en 2027 à l'issue de son second mandat. Donc même au sein de la majorité présidentielle française, il y a d'énormes dissensions sur cette question. Personne ne comprend pourquoi le président s'est engagé de manière aussi unilatérale et aussi radicale dans cette position d'hostilité la plus totale vis-à-vis d'Israël. C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Je faisais référence tout à l'heure à ses propos, aux déclarations qu'il a eues lorsqu'il est venu en Israël. Mais je me souviens du début de son premier quinquennat, lorsque en juillet 2017, quelques semaines après son élection, il s'était rendu à la cérémonie du Veldiv. Il y avait invité Binyamin Netanyahou. C'était la première fois qu'un premier ministre israélien était invité officiellement à cette cérémonie de commémoration des événements du Veldiv. Et il avait eu des propos extrêmement audacieux, extrêmement courageux, pratiquement
aussi courageux que ceux que le président Chirac avait eu en 1995 dans la reconnaissance de Mhm. la responsabilité de la France Mhm. dans la déportation des Juifs et dans les événements du Veldiv. Il avait parlé de cette attitude ambiguë qu'avaient eu le président de Gaulle et le président Mitterrand quant à la responsabilité de la France, et il avait bien précisé que de son point de vue, c'était la France qui était au pouvoir en 1940, que l'État français était la continuation de ce qu'on appelle la France et que de son point de vue, euh, la France portait l'entière responsabilité de Mhm. ce qu'il s'était passé vis-à-vis des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc Ouais. voilà, il y a Mais, mais, quelque chose mais, qui est totalement incompréhensible. Pourquoi le président Macron est aujourd'hui le leader de la ligne la plus radicale, la plus dure vis-à-vis d'Israël? Mais si vous deviez donner un conseil, par exemple, aux dirigeants de la communauté juive, est-ce que ce serait de prendre position, de s'affirmer clairement dans ce débat, ou alors de rester en retrait peut-être? Non, non, je crois qu'il y a aujourd'hui une obligation morale pour les leaders communautaires et pour tous ceux qui sont animés euh, de de cet esprit de lucidité vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en Israël et dans cette guerre que nous menons, cette guerre de défense existentielle que nous menons vis-à-vis de ce groupe terroriste qui nous a attaqué le 7 octobre. Je crois qu'il y a une responsabilité morale à dire les choses de la manière la plus courageuse. Je rappelais tout à l'heure les propos de Yigal Allon vis-à-vis du président Giscard d'Estaing, lorsqu'il avait dit que, de son point de vue, il avait fait preuve d'un maximum de lâcheté et d'un minimum de courage. Eh bien, j'appelle les leaders de la communauté juive en France de faire preuve d'un minimum de lâcheté et d'un maximum de courage. Eh bien, Daniel Saada, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir commenté donc cette crise aiguë entre la France et Israël et entre Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Boker Tov. Boker Tov.